Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Le Milan s'est imposé 3-2 face à l'Inter ce samedi et marque des points précieux en ce début de saison. But interiste de Brozovic seul face à Maignan à la 21e minute après un gros travail de Lautaro. Égalisation de Leao du plat du pied gauche dans le petit filet sur passe de Tonali à la 28e. But de Giroud dans la surface du plat du pied gauche sur centre en retrait de Leao à la 54e. Nouveau but de Leao à la 60e sur une somptueuse action individuelle. Leao qui dépose 3 défenseurs intéristes et fixe tranquillement Handanovic du plat du pied droit. But de Dzeko à la 60e sur passe de Mkhitaryan. C'était la réduction du score interiste avec une fin de match rocambolesque. À mes côtés aujourd'hui, Nico et Feli. Salut à vous. Bonjour. Nico, nous étions un peu mitigés depuis le début de saison, mais hier soir, malgré une fin de match compliquée, le Milan a répondu présent et surclassé son grand rival. J'écoute vos émissions depuis le début de l'année, enfin depuis le début de la saison plutôt, et je vous trouvais un peu dur, à part le match contre Sassuolo, et encore il y avait quand même des raisons peut-être à cela. Et une victoire dans un derby, donc au bout de la 5e journée, qui je pense, malgré comme tu as dit, une fin de match où Milan a été dans le dur, car l'Inter a poussé après le but du 3-2, ce qui était normal, et que Milan a reculé, mais je trouve que dans l'ensemble, la victoire du Milan est amplement méritée. Notre équipe a, durant la première mi-temps, complètement marché sur l'Inter. Elle a pris le dessus en début de seconde période, avec ses buts de Leao et Giroud. Et on a eu un match maîtrisé où on a vraiment senti une supériorité technique, moi et physique, j'ai trouvé de la part de notre équipe, jusqu'à bien sûr cette réduction du score de l'Inter. Mais voilà, on prend encore un ascendant de plus sur l'Inter dans la course au titre. Je ne sais pas si la Juve va jouer sur la course au titre, le Napoli, la Roma, j'en sais rien ce qui va se passer dans la suite de cette saison. Mais en tout cas, les deux clubs, notre équipe donc, et l'Inter, qui sont destinés comme les deux grands favoris, selon moi, pour la victoire finale cette année, on prend déjà un petit ascendant, ne serait-ce que comptable et surtout psychologique. Et, et j'ai envie de dire que moi, je sais pas, je la sens bien cette saison. Quand tu es aussi bon en début de saison dans des matchs importants et que tu arrives à marquer des points, j'ai un moment, ça aurait pu être vraiment à 3-1, j'ai senti qu'il y avait le moyen d'en mettre un quatrième, de vraiment les enfoncer. Tu sens que cette équipe, il y a un groupe qui vit très bien. Il y a Pioli qui a mis tout le monde d'accord, même moi le premier maintenant, alors qu'à l'époque, je m'en souviens avoir réclamé pas sa démission, mais j'aurais voulu un Spalletti à la place. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer mardi en Ligue des Champions pour voir si maintenant Milan peut aussi confirmer ce qu'on monte sur le terrain en Serie A, confirmer en tout cas en Champions League. En tout cas, on sent que ta voix est un peu rauque. J'imagine que tu as dû crier devant ton téléviseur hier soir. Félicie. Exactement. Oui, tu m'étonnes. Feli, si tout ne fut pas rose, loin de là, notamment sur le plan défensif, c'est le genre de victoire qui met du baume au cœur. Clairement, clairement. Et j'ai d'ailleurs été frustré de ne pas pouvoir faire d'émission hier soir, mais j'étais malheureusement à l'anniversaire. Et hier soir, je ne pouvais pas penser à autre chose qu'au sourire de Léao et aux belles boucles de Tonali parce que j'avais que ça en tête et je suis content de pouvoir faire l'émission aujourd'hui. Et quelle victoire! Tout était réuni pour un match d'anthologie. Et on a vu avec un San Siro dans une atmosphère incroyable. Ça avait l'air d'être énorme au stade. Et d'ailleurs, Roland a dû passer une excellente soirée, puisqu'il y était. Et le match était vraiment incroyable. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un derby aussi spectaculaire. Alors, on en a vu quand même des pas mal ces dernières années. On n'est plus dans cette période où nos derbys avec l'Inter ne ressemblaient à rien. Là, c'est vrai que ça fait depuis quelques temps qu'on retrouve une certaine rivalité parce que finalement, nous sommes les deux clubs qui jouent le Scudetto, les favoris. Et sportivement, il y a une concurrence qui est assez folle et ce qui donne en fait cette ambiance très électrique au stade et entre les joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé les confrontations qu'il y avait. Alors, on peut dire ce qu'on veut sur certains moments qui sont assez stupides d'énervement, mais c'est ce que veut cette rivalité et je suis content qu'elle n'ait pas revenue, qu'elle ne s'est pas enfermée dans un truc un petit peu aseptisé. On sent qu'il y a vraiment un enjeu fort, autant pour les joueurs que pour les supporters et ça fait plaisir à voir. D'autant que ces derniers temps, il se trouve qu'on les gagne pas mal, sauf excepté celui qu'on a perdu en Coupe d'Italie l'année dernière. Mais récemment, on peut dire que Milan mène la danse. Et hier soir, on l'a encore prouvé avec une très belle victoire. Il y a eu des séquences où je pense qu'on n'a pas vues depuis longtemps à Milan. Je dirais que hier soir,
on a vu le niveau de notre équipe quand nos deux joueurs les plus talentueux sont à leur niveau. Nos deux joueurs les plus talentueux, je pense évidemment à Raphaël Leao et Sandro Tonali. Tonali qui a fait un match mais incroyable. Alors en fin de deuxième mi-temps, il a commencé à être un petit peu essoufflé, mais son début de match et le début de la deuxième mi-temps, ce qui fait le milieu italien, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Qu'on n'a pas vu un milieu à ce niveau-là. Bah, tu te rappelles, Feli, on en parlait il y a quelques jours, je t'avais dit, il revient de blessure, on sent qu'il est à court physiquement, etc. Et là, ça s'est peut-être vu justement en fin de match, c'est-à-dire qu'il revient progressivement. Il monte en puissance sur la première mi-temps, je crois que c'est l'homme du match, hein, côté milanais. Ensuite, évidemment, il baisse un peu de pied, justement parce que sans doute il n'était pas encore au point, il n'était pas encore à 100% de ses capacités physiques. Oui. Oui, on l'avait évoqué lors de la dernière émission. Mais là, on voit qu'il a vraiment lancé sa saison. Et quel lancement. Il ne pouvait pas tomber mieux que le jour du derby. Et clairement, il a marché, et avec son comparse Benasser, hein, qui a d'ailleurs été élu homme du mois d'août et qu'il a mérité, parce que les deux ont vraiment marché sur le milieu de ligne derrière. Et je pense que de la 20e à la, je dirais, au but de Dzeko, c'était vraiment des séquences des séquences de jeu, de technique, de physique qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, parce qu'on a vraiment été à un très haut niveau, semblable à celui de la fin de saison dernière. Donc j'espère que ça va perdurer cette saison, parce que si on continue comme ça, effectivement, je pense que on a envoyé un message aux autres concurrents de la Serie A pour dire, bah voilà, on n'était pas une saison, c'était pas un exploit d'une saison, mais que nous sommes les champions, nous sommes toujours les favoris, et méfiez-vous de nous. Alors justement, dans quelques instants, je vais demander à Nico si ce genre de victoire le rend plus optimiste, peut-être, lui pourra lui faire penser au titre éventuellement, en tout cas comme ambition. Mais d'abord, je vais rappeler l'effet de jeu, en tout cas de la première mi-temps, parce qu'il y a eu vraiment deux mi-temps, hein. La première mi-temps était à sens unique côté milanais, si j'accepte cette reprise de Brozovic sortie par Tonali à la 12e, il y a eu Bastoni qui était à deux droits de marquer contre son camp. À la 15e minute, sous la pression de Giroud, ça tape la barre. Ensuite, 17e, 2 minutes plus tard, frappe de Leao repoussée par Handanovic. 34e, belle passe de Tonali pour Giroud qui ne cadre pas. Et 35e, belle action de Tonali qui s'appuie sur Giroud et écrase trop sa frappe. Nico, alors que penses-tu Enfin, comment dire, quelles sont les ambitions d'après toi du Milan après avoir vu ce genre de match? Penses-tu que c'est un one-shot, qu'il ne faut pas s'enflammer, etc. Ou alors cette victoire face au grand rival interiste, hein, c'est un derby certes, mais c'est également notre rival pour le titre finalement, pour les premières places en tout cas, eh bien, doit-elle nous rendre plus optimistes, plus ambitieux? Moi, personnellement, j'ai envie de m'enflammer. On peut pas dire que c'est un one-shot quand on voit que ça fait déjà, on a été champion l'année dernière, que l'année d'avant, on avait fini deuxième du championnat. Je veux dire là, au contraire, c'est pour ça que le match était très important. L'Inter, c'était une sorte de revanche après l'histoire du Scudetto perdu pour eux. Je suis entièrement d'accord avec Feli en ce qui concerne, par exemple, la rivalité. Çalhanoğlu n'a pas beaucoup de copains maintenant de notre côté. On a vu qu'il n'a pas serré la main à Théo, que Théo lui a mis une petite tape derrière la tête. Donc on sent qu'il y a une grande rivalité. Et je pense que les joueurs l'ont fait ressentir à tout le monde avec le public. Et c'est pour ça que c'était important. Ça, Zlatan. Oui, et en plus, bon, on peut remercier Hakan Çalhanoğlu qui, sur le premier but, ça vient d'une erreur de sa part, hein, une perte de balle. Qui a peut-être été le meilleur Milanais hier sur le terrain. Il faudra le remercier. Mais non, mais pour moi, non, c'est très important. C'est pour ça que la Ligue des Champions, ça va être essentiel pour voir si déjà on est capable de reproduire ça donc au plus haut niveau européen. Et après, moi, pour ce qui est des anciens matchs, j'ai trouvé que pour un début de saison, en sachant qu'en Italie, en plus, il fait une chaleur terrible au mois d'août, je trouve qu'on a vu quand même une équipe déjà plutôt pas mal. Après, on est qu'en début de saison et je sais plus c'est qui le dit souvent. Je crois que c'est Aristide. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui marchent pendant toute une saison sur son championnat, qui arrivent à aligner un niveau de performance. Un championnat, c'est un marathon. Il y a des moments où tu es un petit peu moins bien, il y a des moments où tu engranges les points et que tu es en train d'être un rouleau compresseur. Et en plus, la saison va être différente avec la pause de la Coupe du Monde mi-novembre. Et je trouve que pour l'instant, en tout cas, ce qu'on voit et surtout ce qu'on a pu répondre déjà pour le premier gros choc de l'année, c'est le message qu'on a envoyé, c'est il va falloir vraiment compter avec Milan parce que vous mettez Inter, Juve et Milan en 3, mais Milan, ils sont déjà là et jusqu'à montrer la Juve et l'Inter déjà en championnat, le premier qui répond vraiment présent dans les gros chocs, c'est notre club. Alors je vais rappeler maintenant les occasions de la deuxième mi-temps. Une occasion seulement côté milaniste. 49e minute, la tête de Théo Hernandez juste à côté sur coup franc de Tonali. Ensuite ça a été quasi à sens unique, hein. Il y a une frappe de Lautaro au-dessus à la 68e. Il y a une grosse parade de Maignan sur une tête de Lautaro. Gros match de Maignan hier soir encore. 74e, frappe écrasée de Dzeko, repoussée du pied par Maignan. Et cette frappe assez impressionnante, il faut le dire, hein, de Çalhanoğlu sortie par Maignan à la 77e. Feli,
tu peux clôturer ce tour de table avant qu'on passe aux récompenses individuelles. Oui, effectivement, il y a eu pas mal d'occasions côté Inter après le but de Dzeko, mais il faut se rappeler également que après le premier but de Leao, on a aussi enchaîné pas mal d'occasions et moi j'ai même été frustré à la fin de la mi-temps qu'on menait pas d'ailleurs, qu'il n'y avait toujours que le 1-1, puisque je trouve qu'on se créait beaucoup d'occasions, mais souvent on avait du mal à concrétiser dans le dernier tir, et c'est un de nos problèmes récurrents d'ailleurs. On a beaucoup de mal à trouver cette dernière passe, ce dernier tir, qui nous permet de concrétiser les occasions créées, parce que on arrive vite autour de la surface adverse, et on a du mal à mettre ce but, voilà, à être réaliste, même si, bon, au final, hier, ça s'est plutôt bien décanté, même si on a fini par relâcher après le but de Leao, le deuxième but de Leao, et on a failli se faire remonter quand même. Faut pas non plus l'oublier. Ça reste tout de même une victoire très rassurante sur le niveau de l'équipe parce que, comme le dit Nico, bon, on a peut-être été un peu dur sur ce début de saison, puis finalement les matchs nuls qu'on a réalisés, c'est contre Atalanta et Sassuolo à l'extérieur, donc deux équipes coriaces. Ce qui Mais on n'empêche jugeait que surtout le contenu du match. voilà, C'est-à-dire c'est qu'on ça. était déçus vraiment par la prestation milanaise sur le plan offensif. Il y avait assez peu d'occasions. Et c'est vrai Exactement. que Sassuolo n'était pas vraiment impressionnant, quoi. Exactement. On jugeait plutôt le contenu du match. Et là, ce soir, on a vu que le contenu y était. Le contenu y était, donc j'espère que ce n'est pas un effet galvanisateur de la foule à San Siro, mais que c'est vraiment une production technique de nos joueurs, et je pense que ça l'est, et j'espère qu'on la reverra, comme l'a dit Nico, en Ligue des Champions. Et en parlant de Nico, il va nous donner son homme du match. L'homme du match, même si vous avez cité ça, le très gros match de Tonali avec ses quelques ouvertures magnifiques, Leao, ce qu'il a fait, 2 buts, une passe décisive, et ce troisième but qui mystifie complètement la défense de l'Inter. On se plaignait de son début de saison, au contraire, c'était l'un des joueurs qui était un peu moins bien. Là, le premier gros choc, on a eu le premier gros match de Leao, en tout cas cette saison, on va dire complet de la première à la dernière minute. Et quand tu as un joueur à ce niveau-là, c'est vraiment un plus. C'est un, comme on dit les Italiens, un floriclass. Et alors, si on te propose Après, 150 millions, tu prends ou pas? Aujourd'hui, non, j'ai pas envie de le laisser partir. Non, mais je dis ça parce J'ai que je pas lis envie de- ça beaucoup sur les forums. 150 millions, il faut le laisser partir, etc. Donc, je voulais savoir quel était ton avis sur la question. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai pas l'impression qu'on dépense beaucoup d'argent quand même. Donc c'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai pas envie de le laisser partir parce que après, à Milan, on n'a jamais retenu. S'il veut partir, oui, il faut qu'il parte. Ça, si un jour il a envie de partir. Moi, de toute façon, je me fais pas non plus beaucoup d'idées sur lui. Je pense que c'est un joueur qui, l'année prochaine, dans 2 ans, grand maximum, il sera plus chez nous si on n'est pas capable, en tout cas, de prétendre à mieux en Champions League. Et quand on voit ce que l'Angleterre, en termes de salaire, de transfert, ce qu'ils font, il y a aucun pays qui arrive à suivre. Il n'y a plus personne qui arrive à part le Real Madrid et le PSG qui arrive aussi à retenir par de très gros salaires les joueurs. Il y a personne qui peut tenir face à la Première Ligue. Donc bon, en tout cas, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il va faire la saison avec nous. J'espère qu'il la finira, au moins qu'il ne partira pas au mois de janvier. Mais quand tu as Léao dans cette équipe, à ce niveau-là, tu peux croire à la victoire finale en championnat, en tout cas. Et voilà, qui est enthousiasmant. On passe à Feli. Puisque Nico a parlé de Leao, moi je vais parler de Tonali, qui est, autant que le Portugais, décisif sur tous les buts. Puisque sur le premier, c'est lui qui fait donc la récupération haute sur la mauvaise passe de Çalhanoğlu et qui fait la passe pour Leao. Sur le second but, c'est lui qui presse Devrić, qui la met en touche et qui ensuite la touche donne. Hernandez fait la passe pour Leao qui la donne pour Giroud. Et sur le dernier but, c'est lui qui lance Giroud en profondeur, qui la remet pour Leao et qui ensuite le génie de Leao parle ensuite, qui mystifie la défense de l'Inter et qui marque ce troisième but. Donc Tonali tout aussi décisif que Portugais. Et vraiment, on a senti une super puissance au milieu de terrain comme on avait rarement vu, même si Benacer est dans un autre style tout aussi bon. Mais c'est vrai que Tonali, moi, je commençais à m'inquiéter sur ce début de saison. J'avais peur qu'il ne réponde pas forcément présent parce que quand on regarde un petit peu les joueurs italiens, et je pense notamment à ceux de l'Inter, je trouve qu'ils ont du mal à confirmer les espoirs placés en Barella, eux. clairement. Et je pense surtout Barella et puis aussi Bastoni. Il faut voir Bastoni qui, depuis que Conte est parti, je trouve qu'il est beaucoup moins bien. Et hier soir, il se fait manger, mais presque. Même Messias lui donnait du fil à retordre. C'est dire. Donc j'avais peur que Tonali rentre un petit peu dans ce moule-là. Et Barella, mais on peut parler aussi de Locatelli, qui, bon, certes, n'est pas aidé par un entraîneur
qui n'en finit plus de gâcher les carrières aux jeunes joueurs. Mais ça fait quand même pas mal de joueurs qui ont du mal à confirmer leur bonne prestation, leur bon euro. Et Tonali, pour l'instant, s'inscrit en dehors de ces profils-là. Et il prouve encore hier, dans un gros match en prime time, devant 80 000 personnes et énormément de personnes qui regardent aussi sur leur télé, que ce n'est pas un joueur qui va baisser de régime et qu'on peut compter sur lui, que ça peut être notre top joueur au milieu de terrain. Et c'est peut-être aussi le meilleur match du duo Bennacer-Tonali, qui n'est pas forcément un duo qui a beaucoup joué ensemble avant la saison dernière, mais qui, je trouve, commence à se trouver des marques et à se répartir correctement le rôle de chaque joueur. Ouais, un petit addendum, je trouve que Tonali est bon lorsqu'il joue plus haut. Moi j'apprécie de le voir monter comme ça, j'apprécie de le voir dans les 30 derniers mètres et j'étais un peu désolé lors de ses premiers matchs de le voir devant la défense, se contenter de relancer, de faire des passes latérales en retrait, tout ça, c'est bien de conserver le ballon évidemment, mais j'aime bien le voir faire des rushs comme ça offensifs, je trouve qu'il est très bon physiquement, il a du coffre, il bouge ses adversaires, et on sait qu'il a une bonne frappe, même si sur l'occasion qu'il se crée, d'ailleurs lorsqu'il prend appui sur Giroud, on aimerait qui transforme évidemment en but, je crois qu'il n'était pas sur les bons appuis, mais j'aimerais le voir plus marqué, hein, un peu à la Gerrard, ce genre de joueur là, et j'espère qu'on aura l'occasion de le voir dans ce registre plus souvent cette saison, Feli. Oui, oui, complètement. Et je pense que Pioli a compris que du duo, c'est bien Bennacer le regista et Tonali le joueur qui doit jouer un peu plus haut. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la physionomie du match. Là, on a vu un Tonali qui jouait beaucoup sur le côté gauche. Il a vraiment été il collait quasiment la ligne de touche, hein. Il combinait beaucoup avec le français Théo Hernandez et Leao. Alors, c'est peut-être une configuration spéciale pour le match contre l'Inter, mais en tout cas, ça a bien marché. Et j'espère aussi qu'on le verra plus haut parce que moi aussi, je pense qu'il il peut beaucoup, enfin, il peut en donner encore plus haut sur le terrain. Nico, quelle est ta déception si tu en as une? Alors, c'est pas une grosse déception parce qu'il y a des joueurs, j'ai trouvé qu'ils étaient un petit peu moins bien. Par exemple, la première mi-temps de Kalulu, ou Kalulu, je sais pas comment on prononce, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Il n'était pas aussi tranchant, pas aussi agressif qu'il est d'habitude. Une fois que le but comprend, il doit faire faute. Parce qu'en fait, il monte tellement haut, il veut pas faire la faute sur Lautaro qui conserve quand même bien le ballon, mais il peut le faire tomber. Et le problème qu'il y a, c'est que derrière, il y a un boulevard derrière, vu que Lautaro arrive à garder le ballon et à pouvoir donner le ballon à un de ses coéquipiers. Et après, il y a eu plein de trucs. J'ai trouvé le début, en tout cas la première demi-heure de Kalou très en difficulté. Puis après, il y a eu une très bonne deuxième mi-temps. Et il y a eu aussi, en deuxième mi-temps, quand l'Inter a commencé à marquer son but, le côté droit de la défense, mais j'inclus aussi Messias avec Calabria, où ça passait énormément de ce côté-là. Ça n'arrêtait pas, on se faisait prendre dans le dos. Alors, je sais pas si... C'est pour ça que je mets pas ça sur le compte de Calabria, parce qu'il y avait aussi Messias qui, sur tout ce qui est aspect défensif, est pas bon du tout. Et quand Pioli a tout de suite, après, pendant 10 minutes, ça a quand même duré un bon 10 minutes, un quart d'heure quand même, après, il a fait rentrer Saelemaekers à la place donc, de Messias, il a fait rentrer Kier à la place de Calabria et fait coulisser Kalulu à droite. Là, à ce moment-là, Milan a repris, a beaucoup moins concédé en tout cas sur les ailes d'occasion à l'Inter. Mais c'est les deux trucs voilà, où j'ai trouvé notre équipe un petit peu moins bien. Enfin, on a montré des failles, mais toujours au final la même chose quand même, parce que Kalulu, c'est assez rare, au contraire, tellement le début de saison était exceptionnel. Mais le côté droit, toujours, c'est quand même malheureusement la faiblesse du Milan, que ce soit offensivement ou défensivement. Et c'est dommage pour Calabria parce qu'il commençait plutôt bien sa saison, je trouve. J'espère qu'il va se reprendre et retrouver son niveau d'il y a 1 an et demi. Oui, c'est vrai. Je vais demander à Félix ce qu'il en pense. Oui, je rejoins Nico et j'inclurais même Tomori parce que je ne l'ai pas trouvé non plus exceptionnel, l'anglais. Et le duo en défense centrale m'a pas totalement convaincu. Alors oui, en seconde mi-temps, surtout en fin de match, ils se sont plutôt bien repris. Mais même sur le but de Dzeko, hein, Tomori part un petit peu en retard. Alors oui, Dzeko est très expérimenté et connaît bien ce genre d'action. Mais Tomori part un petit peu en retard. Kalulu peut aussi essayer de la recouper. Donc je trouve que le duo ne s'est pas forcément... très bien, ils ne se sont pas super bien en sortie ce soir. Et de manière générale, en ce début de saison, je les trouve plus fébriles. Alors, plutôt Tomori que Kalulu, je l'avais déjà dit. Hein. Kalulu, c'est vrai que ce soir, ça dénote par rapport à son début de saison. Mais Tomori, je trouve quand même que ça fait plusieurs fois qu'il est un petit peu moins bien. Et on note une certaine irrégularité chez l'anglais. Donc j'espère que les deux vont se reprendre parce qu'en Ligue des Champions ça risque de nous coûter des buts, hein. Et contrairement aux 5 clean sheets de suite qu'on a fait en fin de saison dernière, et ben là
on en a fait que 2 en 5 matchs et on s'est pris quand même pas mal de buts. Hein. Je pense aux 2 contre l'Udinese, là, 2 contre l'Inter. Ouais. Un contre, donc ouais, ça fait 5 buts en tout, 5 buts en 5 matchs. Bon, c'est pas non plus catastrophique, hein, loin de là, c'est sûr. Mais on est plus sur la même sérénité qu'on avait avant. La question est qu'hier peut-il de nouveau jouer titulaire? Je sais pas s'il faut bouleverser une défense centrale de toute façon, il faut sans doute leur donner leur chance encore quelques matchs, mais c'est sûr que si ça se confirmait, il faudrait peut-être de temps en temps inclure Kier dès le début du match, quoi, à voir. Nico, passons aux mentions particulières. De qui souhaites-tu parler ce soir? On pourrait parler de Maignan qui a fait un match incroyable. Et moi, je vais noter Giroud. Giroud, j'ai l'impression que ça devient notre homme derby. Il a été tellement précieux sur les remises de balles. Ça a été une véritable tour de contrôle. Il marque un but, un vrai but de numéro 9. Depuis le temps que ce numéro, Inzaghi l'avait lâché, c'était une malédiction au Milan. Et retrouver, en fait, j'ai l'impression d'une certaine manière de voir Pippo Inzaghi. Avec bien sûr des caractéristiques complètement différentes avec Giroud. Ah oui, c'est pas la même morphologie. Même morphologie, Inzaghi, il pouvait tout rater pendant 80 minutes et de planter le but à la 81e. Giroud, au contraire, il a fait un très bon match, il a été utile pour le jeu de l'équipe. Mais tu sais que voilà, jour de grand match, il y a de fortes chances que Giroud il marque. Et ça a l'air d'être franchement très hein. Donc il veut se signaler, se rappeler aux bons souvenirs de Deschamps. Et on le voit qu'en plus il semble être en bonne forme. Moi, si c'était Deschamps, pour faire le remplaçant de Benzema, je pense que Giroud est essentiel. Mais bon, bref, quoi qu'il arrive, j'ai envie de souligner Giroud qui, pareil, quand il est arrivé l'année dernière, j'avais très peur pour la suite. Je pensais que ça était juste pour permettre de faire tourner Ibra et jouer quelques matchs contre Bologne, ce genre de choses. Contre Bologne, déjà, j'ai été au stade, il marque un super but, là il remarque encore. Et on le sent très bien physiquement, ça va être un super professionnel. Et un mec qui marque déjà 3 buts dans les derbies, automatiquement, à chaque fois qu'on gagne, c'est le joueur qui a mis 2 buts pour le Scudetto, la victoire du Scudetto contre Sassuolo, le but vainqueur contre le Napoli, le but contre la Lazio qui permet de revenir. C'est un homme clé, c'est un homme essentiel, ça devient une sorte de, un peu une amulette, quoi, un porte-bonheur, Olivier Giroud. Et ça devient l'une des coqueluches des tifosi, en tout cas. Feli. Ouais, puisque Nico a parlé de Maignan et de Giroud, moi je vais parler d'un autre joueur encore, un autre Français, Théo Hernandez. Alors c'est un joueur qui divise parce que il peut être horrible pour l'adversaire. Concrètement, il est horrible pour l'adversaire. Dès le début du match avec Dumfries. Oui, dès le début du match, il a lancé son. Je pense qu'il a voulu le faire dégoupiller parce que le Dumfries a une tendance à très vite péter les plombs. Et je pense que c'était dans un but d'essayer de toujours le faire sortir de son match pour au cas qu'il prenne un rouge. Bon, ils ont pris un jaune tous les deux au bout d'une minute, mais je pense que c'était pas dans un but d'être très idiot de le faire. C'était un but d'essayer de le faire péter un plomb pour qu'il sorte du match, pour que même après Léao, qui soit sur le couloir, ne puisse pas défendre comme il en a envie. Après, c'était aussi, ça a été à double tranchant pour lui, mais c'est vrai que Théo, c'est pareil, un homme derby. Comme il a dit aussi Feli au début, c'était des gars qui te permettent de mettre un peu cette électricité sur le terrain, et maintenant ça devient pareil un rituel. Le Dumfries, Théo Hernandez, t'as l'impression qu'à chaque derby, au bout de 10 minutes, ils vont se prendre tous les deux. Voilà. Feli. Oui, je rejoins Nico complètement et je suis d'accord parce que Théo va le chercher alors qu'il n'y a rien. Et c'est vrai que c'est très bien. Enfin, ça aurait très bien pu être un coup de malice de Théo. Et d'ailleurs, c'était très malin de sa part puisque le Dumfries après, comme tu l'as dit, n'a pas pu jouer comme il le voulait. Surtout que c'est un joueur qui repose beaucoup sur le physique. Mais oui, Théo qui a été très solide également et j'en parle aussi pour souligner son début de saison qui est très très bon, beaucoup plus mature que lors de ses 2 premières années à Milan. Et on le sent plus confiant avec ce qu'il fait, beaucoup moins de pertes de balles idiotes, beaucoup moins de lancers qui débouchent sur le contre-attaque adverse. Là, les fois où il va en attaque, c'est pour être concret, c'est pour être décisif. Et moi, j'aurais adoré qu'il marque parce que s'il marque, le stade explose. Je ne sais pas ce que font les joueurs de l'Inter, mais j'ai vraiment qu'une envie, c'est de voir Théo marquer sur un jour contre l'Inter parce que ce jour-là cristallise tellement de haine de la part des tifosi adverses que c'est presque jouissif en fait de le voir. Et je sais que moi, j'en fais partie, mais je n'aime pas quand il a le brassard de capitaine parce que pour moi, ce genre de joueur ne doit pas avoir le brassard, mais je suis d'accord avec toi. Pas s'empêcher de l'apprécier quelque part parce que c'est vraiment ce genre de joueur que tu l'adores quand il est dans ton équipe mais tu le détestes quand il est en équipe adverse. Je voulais faire le parallèle avec Çalhanoğlu.
et les supporters de l'Inter qui adorent le voir marquer contre nous, parce qu'ils savent qu'il cristallise une haine envers des tifosi rossoneri, et c'est normal parce qu'il nous a trahi quelque part pour aller rejoindre l'Inter. Donc c'est la même rengaine, hein, c'est-à-dire que les joueurs, les supporters interistes auraient d'autant plus exulté s'il avait marqué contre nous cette belle frappe qu'il a fait, arrêtée par Mike Maignan, ou le coup franc qu'il a d'ailleurs exécrablement tiré. Euh, donc c'est pareil. Donc j'espère vraiment voir un jour Théo marquer à San Siro contre l'Inter, et j'adorerais ce moment-là, et je pense ce serait un moment d'exultation collective immense. Bien, alors on va passer au mot de la fin, et pour une fois je vais en faire un, ce qui est assez rare. Je voudrais évoquer le projet de Gravina, qui est à la tête de la fédération italienne. Je l'avais mentionné l'autre jour, mais depuis on a appris quelques détails intéressants sur son projet de réitalianisation des clubs. Alors, je voudrais d'abord rappeler qu'aujourd'hui, tout club italien doit comporter dans son effectif 4 joueurs formés au club et 4 formés en Italie. Alors évidemment, l'erreur de départ pour moi, c'est d'avoir imposé ça sur un effectif de 25 joueurs plutôt que sur une équipe type de 11 joueurs, comme ça a existé pendant un siècle, parce que concrètement, les clubs se foulent pas et prennent quelques jeunes ça et là pour faire le nombre en gros sans volonté de les faire jouer. Alors l'idée de Gravina, c'est donc d'imposer le 5+5 dès l'an prochain et le 6+6 à partir de la saison 2025-2026. Ce qui ferait à peu près la moitié de l'effectif total des clubs, en gros 12 sur 25 obligatoire. Alors vous l'aurez compris, pour moi c'est très insuffisant, mais ça aurait le mérite d'amorcer une pente positive, de réitalianiser progressivement nos clubs, et à terme de pourvoir la Nazionale de Mancini en talents plus nombreux. Donc je trouve ça quand même intéressant dans l'idée. C'est selon moi trop peu, ça manque d'ambition, mais l'idée me plaît. Voilà. Nico, quel est ton mot de la fin? Moi, mon mot de la fin, il va être sur la Champions League, donc qui démarre mardi pour nous. On avait fait, lors de l'émission d'avant-saison, tu avais parlé des objectifs qu'on devait avoir en Champions League. J'avais dit tout dépendra du tirage. Et la dernière fois, vous avez parlé du tirage, donc, et je suis entièrement sur ta ligne. Quand tu es alors, très loin de dénigrer des équipes comme Salzbourg et le Dynamo Zagreb, Chelsea, pour moi, on va dire, de sortir en tête de cette poule si on suit la logique sportive. Mais Milan, même si ça fait je ne sais combien d'années qu'on n'est pas allé en Champions League, enfin, en oubliant l'année dernière, on doit être au-dessus, on doit passer, on n'a pas le droit, on n'est pas avec l'Atlético, Liverpool et Porto. Là, on est avec le Dynamo Zagreb, Salzbourg et Chelsea. C'est-à-dire que quand on enlève les 2 matchs contre Chelsea, pour moi, prendre 10 points sur 12 contre ce type d'équipe, c'est une obligation. Et avec en général 11 points, tu passes on va dire la phase de poule de Champions League. Tu es censé passer la phase de poule de Champions League en général avec 11-12 points, tu passes sans problème, même 10. Donc, mardi, j'aurais du mal à cautionner autre chose, en tout cas, qu'une victoire, ou dans ce cas-là, un match nul, mais un match nul que tu vois que tu aurais dû gagner 50 fois parce que tu as dominé outrageusement le match. On n'a pas le droit de se rater mardi. Franchement, si mardi, il y a mauvaise prestation ou mauvais résultat, on va vite un peu oublier ce match du derby. Pour moi, vu la poule qu'on a eue, on doit être en 8e de finale, même si après, on prendra un City, je sais pas, un très gros, et que derrière on est remis à notre niveau, il n'y a pas de souci. Mais normalement, terminer 3e et aller en Europa League, même si peut-être que cette équipe du Milan elle est peut-être plus faite pour, entre guillemets, une Europa League pour aller bien loin, parce qu'on n'a pas l'effectif pour gagner ou aller en demi-finale de Champions League. Mais avec une poule comme ça, pour moi, c'est une obligation de passer. Je vois beaucoup de supporters du Milan qui disent attention de ne pas faire l'erreur de dire que c'est déjà fait, qu'on est passé. Non, bien sûr, Personne ne dit faut ça. pas les prendre. Voilà, moi c'est exactement ce que je ne veux pas dire. Je ne dis pas que ça va être facile de passer, parce que dans ce cas, ce sera le meilleur moyen de se rater et de ne pas passer. Mais si Milan est à son niveau, automatiquement, les joueurs, je dirais à Salzbourg, il n'y a personne qui a Leao, qui a Mike Maignan, qui a Kalulu, qui a Théo Hernandez. Et pareil pour cette équipe de Zagreb. L'Atalanta, la première année qu'ils sont allés en Champions League, ils avaient le Dynamo Zagreb, un autre club, le Shakhtar Donetsk et City, et pourtant ils ont passé les poules. Et c'est à peu près le même style de poule qu'on a, nous, et on doit passer. Pour moi, c'est une obligation, et ce serait une faute professionnelle en tout cas, et ce serait un gros coup d'arrêt dans la progression de notre équipe si le Milan ne va pas en 8e de finale de Champions League. Et d'ailleurs, tu as vu que Adli n'était pas dans la liste. Je sais pas si ça t'a surpris. Non, après malheureusement, on a tellement de joueurs de numéro 10. Pioli a dit que Adli, pour lui, c'était pas un milieu offensif droit. C'était un milieu offensif comme De Ketelaere ou Brahim Diaz. Quand tu sais que tu as Rade Krunic aussi qui peut rendre des services à ce poste-là. Après, en Ligue des Champions, c'est un peu comme ta liste que tu viens d'expliquer avec Gravina. Là, tu as des obligations d'avoir des joueurs formés au club et formés au pays. Ah ouais, et vu qu'on prend de plus en plus de joueurs à l'étranger,
et ben, on est obligé de faire du tri dans ta liste. Et je pense que Adli, qui déjà pour l'instant, je crois, a joué 15-20 minutes cette saison, il est rentré contre Bologne. Je pense de toute façon, s'il n'y a pas de blessés, Adli, ça va être compliqué pour lui de se faire une place dans cet effectif parce qu'il y a quand même des joueurs qui ont l'air d'être intrinsèquement déjà au-dessus de lui en termes de niveau. En tout cas, il y a un J'ai point pas pleuré pour positif. que Adli soit pas sur la. Il y a un point positif, c'est que Pobega a l'air de faire partie des plans de Pioli. Hein, on l'a vu, bon d'ailleurs pour sa Il est première formé au titularisation il y a club quelques jours, et il rentre à chaque fois maintenant. On va sans doute le voir pas mal finalement cette saison s'il ne se blesse pas. et il est formé au club. Par exemple, pour la Champions League, il est comme un joueur Oui, mais qu'on il est fait, bon on surtout. prend formé au club et formé italien. Oui, bien sûr. Ah ouais. Mais moi, je préfère qu'on donne sa chance à lui qu'à Timo Bakayoko. Ça fait une garantie. Hein. Ah ça, je pense que tout le monde sera d'accord. Feli, quel est ton mot de la fin? Je voulais justement parler de ça, hein, de ce que tu as dit, MJ, et de la Ligue des Champions. Le fait que Gravina va nous obliger à avoir 5 joueurs recrutés en Italie et 5 joueurs formés par le club, ça va nous aider aussi pour les listes en Ligue des Champions, parce qu'on a vu les listes là, elles nous ont empêché en fait elles nous ont privé de certains joueurs, dont les dernières recrues. Vranks et Thiaw, mais aussi Adli, qui pour l'instant est troisième dans la hiérarchie des milieux offensifs, mais qui peut-être au cours de la saison pourra passer devant Diaz, on ne sait pas. Mais a priori, Pioli, et c'est normal, hein, va compter d'abord sur les hommes qu'il connaît, et c'est pour ça que Diaz est devant lui dans la hiérarchie pour l'instant, et a été appelé en Ligue des Champions, contrairement aux Français. Et je te rejoins, MJ, en disant que, alors c'est peut-être pas assez ambitieux pour toi, mais ça veut dire qu'il y a quand même une volonté de faire quelque chose. Et ça change parce que ces dernières années, c'était plutôt apathique. Et Oui, avec le on a eu décreto plutôt des Crescita réformes qui dans allait dans le l'autre sens sens. inverse notamment, mais ils veulent l'amender d'ailleurs ce Exactement, décret. Hein. exactement. On va voir ce que ça va faire parce que le Milan, c'est le club qui compte le plus sur ce décréto, hein. Qu'on le dise ou non, et c'est notamment grâce à ça qu'on a pu construire une équipe à bas coût, à la fois sur le plan des prix et transferts, mais aussi sur le plan des salaires, hein, parce que non seulement nos joueurs ont des salaires plutôt bas par rapport au reste des Italiens, mais aussi, en fait, on recrute quasiment à l'étranger, ce qui fait que le décréto Cocchita fait qu'on a non seulement des salaires nettement en dessous de la moyenne par rapport aux gros italiens, mais aussi des salaires bruts. Quand on voit par exemple la Juve qui paye Vlahovic ou Chiesa autour de 6-7 millions par an, ça ce serait, mais ça prendrait la place de 4-5 joueurs dans nos comptes. Bah, Hein. tu me diras, Zlatan, on le C'est payait énorme. combien l'année dernière pour jouer 6 mois? Oui, Zlatan par exemple, il bénéficie du décret de Crescita parce qu'on ne l'a pas recruté en Italie. Ouais, mais Et c'était ce qui pas fait 7 qu'un millions par an son Zlatan, salaire? si, ça l'a été la première saison. Ouais. Je suis d'accord, hein. Je suis d'accord, mais par exemple, prenons le cas de Origi, qui vient d'être recruté pour 4 millions. 4 millions, avec le décret Crescita, je crois qu'on paye quelque chose comme 2 millions donc ça fait 2 millions de plus, donc ça fait 6 millions de salaire brut. Alors que pour un joueur payé 6 millions qu'on a recruté en Italie, par exemple, dans le cas de Chiesa, qui est payé 6 millions, je crois, par la Juve doit payer autour de 12 millions de salaire brut pour Chiesa. Ce qui fait que les salaires bruts sont nettement plus élevés chez les clubs qui recrutent beaucoup en Italie, notamment la Juve, hein, qui aime bien recruter un peu les joueurs hype d'Italie, même si ça lui réussit pas trop ces derniers temps. Mais on voit là la différence. Et en fait, Ah bah pour si Chiesa, le si décret j'accepte la blessure, ça lui a plutôt réussi quand oui, même, parce qu'il faisait des bonnes non, prestations. bien sûr, mais c'est un exemple. Mais si on enlève le décreto Cofita, ça va changer beaucoup de choses dans le club. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Oui, mais ils peuvent peut-être justement Not- favoriser les Italiens. Ils peuvent changer le truc et Ce dire, sera, bah si vous oui, recrutez italien, vous payez moins d'impôts. Voilà. ça, ce serait par exemple énorme, mais ils ne le feront jamais ça. Mais Bah, j'en sais rien, de toute façon, Pobega il doit pas nous coûter très cher, hein, tu sais, Tonali doit pas nous coûter très cher. Si tu rappelles Colombo ou Maldini, ça doit pas coûter très cher non plus, ça va peut-être encourager à former et à ramener des jeunes talents locaux, moi je trouve ça très bien. non, mais tu vois, par exemple, avec le décreto Cofita, le joueur qu'on paye le plus en salaire brut, c'est Florenzi. C'est celui qui pèse le plus sur nos comptes, c'est Florenzi. Parce qu'il avait un salaire plutôt élevé et qu'il venait d'un club italien. Donc, je crois qu'on paye quelque chose comme 6 millions bruts par an. Ah bah, il faut changer ça. Ce qui est plus. Oui, oui, bien sûr, ce serait bien d'abaisser tout le monde pour favoriser le club. Maintenant, je pense pas que ça va être le cas. Je sais pas quelle stratégie ils vont mettre en place pour compenser la fin du décreto Crescita. J'espère que ce sera pas la vente de joueurs. Pour l'instant, bon, en plus on change de propriétaire, mais pour l'instant on peut dire ce qu'on veut. On disait souvent le fonds Elliott va vendre et va tirer un bénéfice du club, mais finalement on n'a vendu aucun joueur. Tous nos joueurs, même ceux qui avaient remarché, hein, je pense notamment à des Benacer, des Leao, ils ne sont pas partis parce on ne veut pas les vendre
pour faire du business. Contrairement à l'Inter, finalement, qui, eux, doivent tous les ans vendre un joueur ou deux pour essayer de se maintenir. Nous, on a construit un modèle économique qui nous permet de. Alors, on fait pas de grosses dépenses au mercato, mais d'un autre côté, on ne vend pas de joueurs et on essaie de maintenir les salaires assez bas. Donc, la fin du Decreto Crescita, en plus du fait qu'on doit avoir 5 joueurs, donc la réforme de Gravina l'année prochaine, va 5 chambouler plus un 6. peu nos stratégies. Voilà, 5 plus 6 va changer un peu nos stratégies. On va voir comment cela va évoluer. Bon, on a un peu de temps d'ici là. Mais c'est juste que c'est intéressant de le noter puisque tu l'as fait remarquer, MJ. Bah oui, moi ça m'intéresse en tout cas. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, parce que lors de la présentation de la saison, j'ai parlé d'un article récent et plusieurs personnes m'ont demandé où le trouver, parce que c'est vrai que je fais pas souvent la pub, j'écris très rarement d'ailleurs, j'aime pas ça. Donc l'article qui s'appelle Une question de temps et qui traite ces questions-là qu'on vient d'évoquer. Est trouvable sur mon blog mjkaza.over-blog.com. Voilà, comme ça, les gens auront la réponse. Bien, le Milan entame donc sa campagne européenne mardi contre Salzbourg. A priori, pas d'émission car c'est la semaine, donc boulot et horaire contraignant. Donc rendez-vous normalement samedi soir prochain après le match contre la Samp. Bon week-end, bon dimanche. Salut! Ciao! Ciao!